Nous allons revenir sur un moment très important de l'industrie horlogère suisse. Nous allons essayer de comprendre comment la marque Seiko a pu bouleverser l'industrie horlogère suisse vers la fin des années 1960. Pour réaliser cette vidéo, j'ai fait appel à plusieurs intervenants qui connaissent bien mieux que moi le sujet. Cette vidéo a pris énormément de temps à réaliser, que ça soit sur l'aspect recherche, montage, ainsi que sur les plannings, ça a néanmoins pris plusieurs mois. Alors n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en vous abonnant, en likant cette vidéo, et si je vois que ce nouveau concept plaît, je continuerai à réaliser ce genre de contenu. Commençons. L'histoire Seiko débute en 1880 lorsqu'un entrepreneur de 21 ans, Kintaro Hattori, décida d'ouvrir une boutique au cœur de Tokyo spécialisée dans la vente et la réparation de montres et d'horloges. Il va par la suite rapidement se spécialiser dans la fabrication de montres. Seiko a énormément innové depuis sa création et a été le précurseur d'un bon nombre de technologies comme celle du quartz. Afin de mieux comprendre comment Seiko a bouleversé l'industrie horlogère suisse vers la fin des années 60, commençons par le commencement et par comprendre comment fonctionne un mouvement à quartz. Pour ça, qui de mieux que Samir d'Objectif Horlogerie pour nous expliquer comment fonctionne un mouvement à quartz. Alors tu m'as demandé de simplifier le quartz. Moi j'ai simplement repris le support de cours qu'on donne à nos participants. Ouais. Lors d'un atelier d'initiation à l'horlogerie. Et donc on explique le fonctionnement d'une montre à quartz. On la divise en 5 étapes. On divise le quartz en 5 étapes. La première étape, c'est la pile, qui va permettre de mettre en tension la deuxième étape, le quartz. Donc on prend le quartz, on le met en tension grâce à la pile qui est le réservoir et la source d'énergie. Donc le quartz, en le mettant sous tension, donc c'est l'effet indirect de la piézoélectricité, il va se mettre à vibrer d'une façon précise et constante à 32 768 Hz. C'est une fréquence bien trop élevée. On va passer cette fréquence à la troisième étape sur un circuit qu'on appelle le circuit diviseur, qui va nous permettre de réduire cette fréquence de 32 768 Hz à 1 Hz, en divisant par 2 d'une façon successive jusqu'à 15 fois, tout simplement. Okay. Une fois le signal de 1 Hz atteint, on va utiliser ce signal de 1 Hz à la quatrième étape, qui est le moteur pas à pas. Le moteur pas à pas, il va nous permettre de transformer ce signal en un déplacement mécanique, grâce à l'aide d'une bobine, d'un stator et d'un rotor. Et le rotor, qui est un petit aimant, va tourner, grâce à une impulsion électromagnétique, les aiguilles. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une montre à affichage analogique, avec aiguille heure, minute et éventuellement seconde. Et dans le cadre d'une montre à affichage numérique, là, on a directement le circuit qui envoie le signal au cristaux liquide. Après avoir vu comment fonctionne un mouvement à quartz, demandons maintenant à Alexandre Léger, expert CEA en joaillerie et montres de collection, comment Seiko est arrivé dans l'industrie horlogère et comment Seiko va avoir un impact sur cette industrie. Comme on le sait tous, Seiko va devenir un grand spécialiste du quartz. Oui. Cette spécialité, donc le quartz, on a vu juste avant comment ça fonctionnait. C'est un procédé qu'on connaît depuis les alentours 1880. Donc en fait, finalement, c'est proche de la naissance de Seiko. Vers 1880, Pierre Curie démontre qu'il y a certains cristaux, dont le quartz, qui, soumis à certaines pressions, donne une impulsion électrique. Ce qu'on ne savait pas, c'était comment cette pression qui devient de l'électricité peut être canalisée pour donner une fonction, et là, donner l'heure. Autre chose, Seiko n'invente pas le quartz. Il faut bien être clair, Seiko, c'est pas l'inventeur du quartz. Seiko, ça va démocratiser le quartz. Il faut savoir que dès les années 1940, il y a des horloges à quartz qui sont déjà fabriquées. Sauf que c'est comme les ordinateurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, un ordinateur, ça prenait une pièce entière, alors qu'aujourd'hui, c'est gros comme une clé USB. Mais à l'époque, c'est pareil. Dans les laboratoires de précision, une horloge à quartz, ça prenait la taille d'une pièce. Oui. La chose qui était importante pour Seiko, dans les années, donc autour des années 60, ça va être de miniaturiser tous les composants d'une horloge à quartz pour en faire une montre à quartz. Dès 1962, Seiko a une innovation présentée au concours de chronométrie de Neuchâtel. Il présente une petite pendule, une pendulette, donc de table, qui remporte un prix, et ça montre la capacité de miniaturisation. Donc imagine qu'on passe dans la taille d'une pièce,
Oui. à la taille d'une petite pendule, une pendulette de table, on va dire gros comme un paquet de sucre si tu veux. En 63, les patrons de Seiko disent voilà, on commence à maîtriser un petit peu cette technologie, on arrive à progressivement réduire la taille des composants des montres à quartz pour en faire peut-être des montres de poignet. Et donc ils se lancent vraiment dans ce qui va être le premier. Pourquoi je dis qui va être le premier? Parce qu'en 1962, tu as la création du CEH. Le CEH, c'est le Centre électrotechnique horloger en Suisse, qui regroupe une vingtaine de marques. Alors de mémoire, IWC, Rado, Longines, Rolex, Patek, etc. et d'autres, qui vont commencer à faire ces mouvements quartz en Suisse, et ça va aboutir au Beta 1, donc le Beta 1 qui sort en prototype en 67 de mémoire, et le patron de Seiko commence à se dire mais c'est un affront, ça fait 10 ans qu'on est dessus, je veux que avant le début de la décennie des années 70, je veux une montre à quartz chez moi, chez Seiko. Et donc à Noël 69 sort la fameuse Seiko Astron 35 SQ, qui est une montre à quartz, 3 aiguilles. Tu mettras l'illustration, donc c'est une montre de forme coussin en or qui est très travaillée dans l'esprit du travail artisanal japonais, donc c'est strié un peu façon écorce, certaines Rolex on appelait ça écorce dans les années 70-80, c'est très travaillé. À l'époque, donc j'ai retrouvé le prix, à l'époque c'était un demi-million de yens, donc la monnaie japonaise, qui aujourd'hui l'équivalent ça ferait autour de 12 000 $. Ce qui à l'époque était le prix d'une voiture. Donc ils en sortent 200 de mémoire, ils en écoulent très rapidement 100, mais c'était extrêmement pointu d'avoir ce type de montre-là, et c'est surtout de prouver au public, au marché, de se dire, ben voilà, on arrive à produire une montre à quartz, fiable, parce que tu avais des problèmes d'industrialisation, tu avais des problèmes de fiabilité évidemment, tu avais des problèmes de piles, mais en fait ce qui se passe c'est que pour plein de gens, on sort une énième montre en or, 3 aiguilles. Okay. Et si tu veux, c'est caché, parce que tu n'as pas de fond transparent, tu n'as pas de cadran ouvert, donc tu vois pas que le mécanisme est différent. La fonction est toujours la même, 3 aiguilles, etc. Donc il faut quelque chose en plus. Et ce que Seiko aussi va apporter dans ces nouvelles technologies, c'est du quartz, mais du quartz qui vont être adaptés à du cristaux liquide, à du LCD. Donc tu as les premières montres à affichage digital dans les années 72-73. Pareil aussi aux États-Unis avec les Hamilton, les Pulsar, etc. Et après, tu as des événements. Tu vois Roger Moore dans les James Bond avec une montre à cristaux liquides rouges, etc. Ouais, tu vois. Et ça se dit, putain, c'est génial. Enfin quelque chose de moderne, enfin quelque chose qui nous correspond, nous, génération des baby-boomers, donc nés juste après la guerre. Ils ont juste 20 ans au début des années 70. Mai 68 est passé par là, Woodstock, la Libération. On en a marre. Ils en ont marre des montres de papy 3 aiguilles. Ils s'en foutent. Ils veulent quelque chose de différent. Ils veulent quelque chose qui soit pas cher, qui soit plus accessible. Ils veulent quelque chose qui soit fun, pas forcément en métal, doré, etc. C'est pour ça que tu verras qu'il y a eu beaucoup de production, surtout dans les années 70, des tonneaux, des formes un petit peu différentes, un peu de cadran de couleurs. Et là, le quartz, du fait, il a quelques années d'existence, plus de 20 ans ou plus de 30 ans de recherches qui ont été cachées au public, mais des recherches, donc on le maîtrise. Et donc si tu veux, on arrive dans ces années 70-80, à cette crise en fait. À cette crise du quartz, beaucoup, si tu veux, on dit c'est Seiko qui est, comment dire, qui est à l'origine. Qui est à l'origine de la crise du quartz. Mais en fait, c'est un peu faux. C'est-à-dire que c'est toujours comment tu regardes les chiffres, surtout qui se positionne. Là, si tu veux, ça c'est les Suisses, à mon humble avis, c'est les Suisses qui se sont fait leur propre histoire. Parce que Seiko n'est pas à l'origine de la crise du quartz. Seiko a peut-être amplifié la crise du quartz. Mais elle était déjà présente. Mais en fait, c'est pas la crise du quartz, c'est la crise de l'industrie horlogère traditionnelle suisse qui est plus à remettre en cause. Tu vois ? Donc c'est un peu différent. Donc après, tu sais, les gens ils ont fait un récit national un petit peu, si tu veux, en Suisse.
D'ailleurs, c'est même très difficile de dater la crise du quartz. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit? On a peut-être une idée, mais quand est-ce que ça commence précisément? C'est très compliqué. Mais dans ce cas-là, quel a été le rôle de Seiko dans cette crise? En fait, le rôle de Seiko, si tu veux, ils ont abondé le marché d'énormément de production. C'est-à-dire qu'ils sont passés de mémoire de 700 000 pièces à 1,5 million, 1,7 million de pièces. Donc ils produisaient 1 million de pièces de plus pendant cette période. Ouais. Donc si tu veux, ça a inondé réellement le marché, non pas juste japonais, mais tous les marchés tous les marchés réunis. Et en fait, ça a été un flot d'objets, technologies venant d'ailleurs, accessibles, fun, etc. Tout ce qu'attendait le marché. Donc en fait, c'est tout bête, hein, mais en économie, ils ont répondu à une attente. Et quand tu réponds à une attente en cochant toutes les cases, le fait est que l'industrie horlogère suisse, en une décennie, a été plombée. As-tu quelques chiffres pour illustrer ce que tu nous racontes? Alors, quelques chiffres, justement, ça ne va pas forcément être Seiko en lui-même. Alors si, je t'ai dit qu'il y avait 1 million de production en plus, mais c'est plus la Suisse pour montrer la crise du quartz, c'est l'effet qui a été produit par le quartz sur l'industrie horlogère suisse. L'industrie horlogère suisse, selon les statistiques qu'on a, et en fait selon les dates que nous prenons, dans les années 70, début des années 70, ouais. Tu avais, selon si tu prends toutes les petites mains, du petit artisan de la manufacture ou celui qui te donne les pièces indépendamment, tu avais entre 70 000 et 90 000 personnes qui travaillaient dans l'industrie horlogère suisse au début des années 70. Au milieu des années 80, tu as 30 000 personnes. Okay. Donc, selon les chiffres, tu divises entre 2 et 3. Dans le même temps, pour te donner aussi un autre ordre d'idée, on passe de 1600 entreprises suisses dans ce domaine-là au début des années 70 à 600 au milieu des années 80. Okay. C'est des chiffres qui sont énormes. C'est pas des divisions ou c'est pas des réductions de 10%. On divise par 2, on divise par 3, voire même plus. Donc ça a un impact énorme. À ce moment-là, beaucoup de petites marques disparaissent. Et on se retrouve en fait la scission du fait de la montre de l'étendue de la montre à quartz. En fait, la crise de la quartz, elle commence par le quartz, donc avec Seiko, oui. Et elle finit par du quartz, mais avec Swatch. Ouais. C'est-à-dire que c'est très particulier, c'est-à-dire que le mal a été le remède. Le mal, c'est Seiko qui lance le quartz à grande diffusion, donc c'est une catastrophe pour l'industrie suisse, et le remède est la même chose, c'est-à-dire faire du quartz, mais là, en Suisse, par Swatch. Alors Swatch, c'est un conglomérat, c'est un rachat, etc., de différentes industries. En 83, qui deviendra après le Swatch Group, avec Nicolas Hayek à sa tête, et qui se dit, voilà, je peux produire en Suisse une montre populaire, fun, bon marché, de qualité à quartz, en Suisse. J'en écoule énormément, avec des volumes impressionnants. Donc, ça refait faire de l'activité en Suisse. Ça fait générer beaucoup d'argent. Ouais. Et Nicolas Hayek va racheter beaucoup de marques qui étaient en péril, parce que c'était des maisons familiales qui n'avaient pas de la puissance. Je te rappelle que là, on n'est pas dans les grands groupes. Les Richemont, les autres, etc. Ça n'existe pas pour l'instant. Donc, c'est des petites maisons familiales qui sont indépendantes. Là, Hayek rachète des grands noms et va les relancer. Oui. Et en 83, en même temps, tu as Jean-Claude Biver qui va racheter à Omega, il rachète Blancpain, relance la montre artisanale mécanique suisse. Et on date que la fin de la crise du quartz, c'est 83 avec ces deux événements-là. Mais je pense que Jean-Claude sera plus à même de nous en dire dans la suite de cette vidéo. Il est vrai que les montres à l'époque n'étaient pas autant considérées comme un bijou ou un produit de style de vie comme elles le sont aujourd'hui. On portait une montre pour sa fonction principale. Aujourd'hui, avec le téléphone portable, une montre n'est plus forcément nécessaire si on veut connaître l'heure. À l'époque, une montre avait moins de valeur émotionnelle qu'aujourd'hui car une montre devait surtout être fiable et précise. Par conséquent, les montres mécaniques étaient moins désirées en raison de leur précision inférieure. Le principal argument de vente, comme quoi la montre suisse était très précise,
perdait alors tout son sens. Les entreprises horlogères suisses ont alors pris une décision qui allait tout bouleverser, c'est d'utiliser les mouvements à quartz pour les montres les plus chères et les mouvements mécaniques pour les montres plus accessibles. Mais malgré ça, l'horlogerie reste quand même un art et toute l'industrie horlogère suisse a dû survivre et se réinventer. Pour ça, qui de mieux que Jean-Claude Biver pour nous raconter comment l'industrie horlogère suisse s'est reconstruite. L'industrie horlogère suisse a été pensée, restructurée par le groupe Hayek Engineering, qui appartenait à M. Nicolas Hayek, qui a pensé qu'il fallait regrouper les différentes compétences des fournisseurs et regrouper également les marques et faire de cette horlogerie parcellée, de les regrouper sous un seul toit et d'en faire une maison plus solide et plus résistante. Si vous mettez plusieurs marques ensemble, c'est clair que ça renforce chacun, ça renforce le tout, et il en va de même pour les fournisseurs. Donc ça, c'était une des solutions qui a été retenue d'ailleurs. La deuxième action, c'est de dire il faut qu'on retrouve un produit qui corresponde à ce produit qui nous a presque détruit, c'est-à-dire qui ressemble à un produit quartz, mais il faudrait qu'on arrive, grâce à l'industrialisation, grâce à la compétence de nos ingénieurs, qu'on arrive à la fabriquer avec quasiment pas de main-d'œuvre, car notre main-d'œuvre est plus chère que la japonaise, mais les machines, qu'on les achète au Japon ou chez nous, c'est le même prix. Donc il faut qu'on arrive à être au niveau humain aussi compétitif que les Japonais. Et le seul moyen d'y arriver, c'est à travers une mécanisation industrielle où une partie du travail manuel est enlevée et est fait par les machines. Donc, la montre qui devait vaincre et prouver au monde entier que les Suisses étaient supérieurs, c'est appelé Swatch, qui est une abréviation de Swiss Watch, montre suisse, appelée Swatch. La Swatch était celle qui devait porter aux Japonais le coup final, parce que les Suisses montraient à travers la Swatch leur compétence industrielle, leur supériorité industrielle, et également leur faculté de faire de la montre un objet d'émotion, un objet de couleur, un objet de désir, un objet disruptif, comme l'était la Swatch. Et tout cet ensemble a permis à l'industrie horlogère suisse de renaître. Donc on est rené par le fait qu'on a pu appliquer la même technicité, c'est-à-dire le quartz, mais à des prix similaires aux Japonais, mais avec beaucoup plus d'émotion, avec beaucoup plus de pep, avec beaucoup plus de fantaisie, avec beaucoup plus de couleurs que les Japonais. Et c'est comme ça que du coup que tu vas aussi relancer Blancpain en allant à contre-courant. Alors moi, la relance de Blancpain, c'est exactement ça, c'est de prendre le contre-pied et de dire depuis 1735, Blancpain n'a jamais fait de montre à quartz et n'en fera jamais. Donc, quand toute l'horlogerie suisse croit et pense que la sauvegarde de l'industrie passe par le passage industriel du quartz, c'est ce que j'ai expliqué il y a 10 minutes, eh bien, Blancpain prend le contre-pied et dit, mais maintenant c'est le moment également propice de relancer l'opposé, c'est-à-dire le travail à la main,
le travail cher et de faire des objets d'exception. Et Blancpain se profile là-dedans. Au début, on fabriquait 6 montres par jour. Voilà, on était 100 personnes qui fabriquaient 6 montres par jour. Et puis peu à peu, on a augmenté la production, peu à peu, on a augmenté le personnel. Et donc, Blancpain est né dans la crise du quartz. Et Blancpain est né en faisant exactement le contraire, en sortant non pas du quartz, mais en sortant des montres mécaniques. Des montres qui font tic-tac, tic-tac. Et nous disions aux clients, vous vous rendez compte, quand vous avez une montre à quartz au poignet, vous avez une batterie au poignet en fait. Vous avez un microprocesseur au poignet. Vous n'avez pas qu'une montre, vous avez une batterie au poignet. Et donc, mettez au poignet une montre qui a sa propre énergie, mais qui la déroule comme le corps. Doum, doum, tic-tac. Qui c'est un battement par seconde. Et ça fait 60 battements dans une minute. Et des montres qui ont une âme. La montre à quartz ne peut pas avoir une âme. Si elle est faite en grande série, elle est impersonnelle. La montre mécanique, ou qu'elle soit automatique, elle a une âme. Et l'âme, c'est la valeur de la montre. C'est pour ça que les montres sont rares. C'est pour ça que les montres sont précieuses. C'est pour ça qu'on les offre à l'occasion de mariage, ou à l'occasion de première communion, ou à l'occasion d'un anniversaire, pour le 50e anniversaire, etc. C'est que toute cette valeur, elle est liée au fait qu'on a une âme, on a un objet qui a une âme. On n'aurait pas l'idée d'offrir une montre à quartz, d'autant plus qu'une montre à quartz, à l'époque, était limitée, avait une durée de vie limitée, peut-être 5 ans, 10 ans. Et si la technologie évolue, la montre devient tout d'un coup obsolète. Et on ne peut pas se permettre de faire un cadeau d'anniversaire pour un mariage avec le risque que dans 5 ans, il soit obsolète. Donc, quand vous offrez à certaines personnes ou pour certaines occasions, vous devez être sûr que le produit que vous offrez pour un anniversaire n'est pas obsolète. Ça, c'est clair. Dans 5 ans. Donc, voilà. Et Blancpain a donc réussi à se profiler et à être totalement différent, complètement unique, dans une industrie qui ne pensait qu'au quartz. Et Blancpain est venu avec la contre-proposition, et peu à peu, cette contre-proposition a pris le dessus. Et aujourd'hui, la montre, dans le haut de gamme en tout cas, la montre à quartz n'existe plus. Il n'y a personne qui va acheter une montre très très chère, une montre à 3 ou 4 ou 5 000 euros, qui est mue par une batterie. C'est vrai, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. La crise du quartz a énormément impacté l'industrie horlogère suisse, mais malgré ça, elle a su se relever et se réinventer. Maintenant, l'industrie horlogère suisse va très bien et les chiffres sont bons malgré la crise avec ce virus qui fait rage depuis quelques années. Dans un monde en perpétuel changement, nous sommes de plus en plus connectés. Est-ce que maintenant, la réelle menace ne serait pas plutôt les montres connectées? Il serait intéressant d'en débattre. Je tiens à remercier Samir d'Objectif Horlogerie, Alexandre Léger ainsi que Jean-Claude Biver pour leur temps. J'ai voulu changer de format de vidéo afin de vous faire découvrir un moment qui a marqué l'industrie. Dites-moi si ce nouveau concept vous plaît et si ça vous plaît, je pourrai continuer sur cette lancée. Si vous avez d'autres sujets de vidéos à me proposer, n'hésitez pas également. Dites-moi ce que vous pensez de cette crise du quartz dans les commentaires et n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche pour en découvrir davantage. Et moi, je vous dis à la prochaine.